Merci à tous d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. En éducation, sachez que les élèves du collège Saint-Georges dans la commune de Kintambo, filmés en plein débat sexuel dont la vidéo circule depuis plusieurs heures dans les réseaux sociaux, sont définitivement exclus de l'école. Outre cela, ces élèves qui sont en troisième des humanités littéraires sont interdits d'être inscrits dans d'autres écoles sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision a été prise ce mardi à l'issue d'une réunion du conseil de discipline de cette école à laquelle a pris part le ministre de l'EPST. Nous y reviendrons. Préservation des forêts du bassin du Congo, Eve Bazaïba Massoudi, vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, prend part au symposium sur les forêts tropicales du 7 au 8 septembre à Berlin, comme nous disent Maxime Makabou et Doudou Monterrey dans ce reportage. Sur invitation du ministère de la Coopération économique et du développement de l'Allemagne, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable prend part du 7 au 8 septembre 2021 au symposium sur les forêts tropicales organisé à Berlin. Eve Bazaïba Massoudi est arrivée ce mardi 7 septembre à la capitale allemande, après Rotterdam aux Pays-Bas, où elle a participé à la conférence du Centre mondial pour l'adaptation. Les forêts tropicales jouent un rôle central dans la régulation du climat mondial, la préservation de la diversité biologique globale et dans le développement socio-économique et durable de populations locales. Durant des jours, le ministre de l'Environnement, de responsables politiques et décideurs du Parlement allemand, des organisations de la coopération internationale et du développement, l'industrie locale, les organisations de la société civile vont échanger et discuter sur la nécessité de la préservation des forêts tropicales. Pour Eve Bazaïba, le bassin du Congo devra recevoir une attention particulière lors de conférences sur les climats de la biodiversité prévues à Glasgow en Écosse et à Kunming en Chine en vue de lutter contre la déforestation. Les assises de Berlin ont le mérite d'engager des discussions concertées sur le plan international pour adopter un cahier des charges commun à défendre lors de ces deux importantes rencontres. La nécessité de booster la vaccination contre la COVID-19 en RDC était au cœur des échanges en marche de la réunion ministérielle de G20 entre le ministre congolais de la Santé publique Jean-Jacques Mbungani et le directeur exécutif de Gavi, le docteur Seth Berkley. Autre décision, une fois de plus, dans ce reportage signé Maxime Makabou. En marge de la réunion ministérielle de G20, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani Panda, a reçu en audience lundi 6 septembre 2021 à Rome avec le directeur exécutif des Gavi, le Dr Seth Berkley. Ces derniers a sollicité de rencontrer le numéro 1 de la santé de la RDC en vue d'un échange sur la question. En effet, pendant une demi-heure, les deux personnalités ont essentiellement abordé trois sujets, à savoir la nécessité de booster la vaccination contre la COVID-19 avec l'arrivée des nouveaux lots des vaccins Moderna et Pfizer. La mise en œuvre du plan Machako pour les renforcements de la vaccination de routine. À ces sujets, Dr Berkley a félicité la RDC pour les progrès réalisés dans les secteurs de la santé et a par la même occasion recueilli les impressions du ministre congolais au sujet de la menace des grèves d'une partie du personnel administratif et infirmier dans les contextes de la vaccination. Les remboursements des dépenses inéligibles sur base du financement des Gavi dont l'échange est fixé à la fin du mois de septembre au risque que celui-ci puisse geler le financement alloué à la vaccination. Concernant la menace des grèves dans les secteurs de la santé, le ministre Jean-Jacques Mbungani a rassuré son interlocuteur des efforts qui sont actuellement déployés par le gouvernement de la République afin de résoudre de manière pérenne
toutes les revendications légitimes soulevées. Le ministre de la Santé a aussi rassuré le directeur exécutif des Gavi sur la disponibilité de la RDC à collaborer avec son organisation dans le cadre du financement de l'opération de vaccination en cours au pays. Pour sa part, le docteur Seth Berkeley a remercié le ministre Jean-Jacques Mbongani pour sa disponibilité. Il s'est également dit satisfait pour l'éclairage apporté par le ministre et surtout sur la convergence des vues au sujet de différents points qui ont fait l'objet de leur échange. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, appelle à une collaboration mondiale afin d'élaborer une riposte concertée contre la COVID-19. Il a lancé ce message à l'occasion de sa première intervention lors de la deuxième et dernière journée de la réunion ministérielle de G20, lundi 6 septembre 2021, à Rome, en Italie. Suivez plutôt ces propos recueillis par Maxime Macab. Collègues, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Actuellement, le monde fait face à l'émergence et à la réémergence des maladies infectieuses et parasitaires dues à la destruction des écosystèmes, à l'augmentation de la dette de la population mondiale, au déplacement et au changement climatique. Comme vous le savez, la plupart des épidémies enregistrées ces dernières décennies sont d'origine zoonotique et infectieuse. En exemple, je citerai la maladie du virus Ebola qui a sévi à 12 reprises en République démocratique du Congo. Il est reconnu aujourd'hui qu'il existe une interaction entre la santé humaine et animale, partageant le même environnement. C'est pourquoi nous devons réfléchir à la dimension planétaire et agir localement dans une approche multidisciplinaire et multisectorielle conformément aux règlements sanitaires internationaux. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC, adopte une approche transdisciplinaire, ANELF, pour collaboration dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, partenariat afin de faciliter les approches mobilisant l'ensemble de la société afin d'améliorer l'état de santé des populations dans la perspective de l'approche Une Santé. L'Union africaine reconnaît qu'une approche Une Santé est nécessaire pour assurer une surveillance efficace et efficiente des maladies infectieuses, la prévention et le contrôle des maladies, ainsi que la préparation et la réponse aux situations d'urgence en santé publique afin de répondre et de réaliser l'agenda 2063. L'Union africaine veille à ce que l'Afrique développe et gère durablement son secteur de santé en mettant en place les institutions sectorielles appropriées pour soutenir le renforcement des connaissances ainsi que la gestion des situations d'urgence et des épidémies qui surviennent sur le continent. Cependant, la position de l'Union africaine est pour la nécessité d'une riposte holistique et coordonnée de toutes les endémies et épidémies existantes. À cet égard, ici de renforcer toutes les initiatives pour le renforcement de la prise en charge transversale de la santé. De ce qui précède, l'Union africaine poursuit, au travers de cette rencontre du G20, le plaidoyer pour mobiliser le soutien économique international pour la lutte continentale contre la COVID-19. Et on appelle à plus de coopération avec la communauté internationale pour élaborer une riposte concertée et coordonnée de la crise sanitaire actuelle. Tête à tête entre Antoinette Nsamba Kalambayi, ministre national des Mines congolais, et les gouverneurs du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, la problématique de l'exploitation illicite des minéraux, la présence des étrangers dans les sites miniers artisanaux et le paiement de taxes étaient au centre de leur entretien. Reportage. Arrivé le lundi 6 septembre 2021 dans la ville cuprifère, Antoinette Nsamba Kalambayi, ministre national des Mines, a échangé ce mardi 7 septembre 2021 avec le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, sur l'objet de sa mission qui porte sur la problématique de l'exploitation illicite des minéraux, la présence des étrangers dans les sites miniers artisanaux, ainsi que le paiement de taxes, une obligation des exploitants miniers. Parler de la problématique de l'exploitation illicite, de la présence des étrangers dans les sites miniers. Et là, particulièrement, nous sommes venus aussi pour parler des taxes illégales. Nous circulons pour expliquer un peu aux exploitants artisanaux ainsi qu'industriels
que nous n'avons qu'une seule arme, le code et les règlements miniers, que tous devront respecter. Dans le strict respect du code et règlements miniers, je crois que si tous nous regardons dans la même direction, nous aurons beaucoup d'argent dans la caisse du trésor public. La ville de Lubumbashi n'est pas la première à être visitée par la ministre des Mines. La première étape de son périple était la partie est de la RDC. Il sied de rappeler que le respect du code et règlement minier demeure le socle même de son séjour dans le Grand Katanga. La page Matubwana Atou est définitivement tournée. L'ancien gouverneur du Congo central est dépouillé de tout pouvoir par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité. Le vice-gouverneur de la dite province, Justin Luemba, est désigné pour assurer l'intérim en attendant la tenue des élections dans les prochains jours. Suivez ce récit de Maxime Macabou. À travers une note de service datée du dimanche 5 septembre 2021, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo Okito, enjoint au vice-gouverneur du Congo central, Justin Luemba, d'assurer l'intérim du gouverneur déchu Atou Matubwana. Daniel Aselo dit avoir pris acte de la destitution du gouverneur du Congo central, Atou Matubwana, et tire les conséquences de la décision de destitution prise le 4 décembre 2019 par l'organe délibérant de cette province. Ainsi, affirme-t-il, s'est basé sur l'arrêt en interprétation de la Cour constitutionnelle du 20 mai 2020. Le vice-gouverneur va assurer l'intérim en attendant l'organisation des élections par la CENI pour désigner les nouveaux animateurs de la province du Congo central. Cependant, le vice-premier ministre de l'Intérieur a annoncé l'organisation imminente des élections dans 14 provinces sur les 26 qui comptent la République démocratique du Congo, entre autres Congo central, Kinshasa, Bazuele, Olomami, Ituri, Lomami, Mai-Ndombe, Tanganyika et Kwango. Rappelons par ailleurs que 24 députés provinciaux du Congo central avaient voté mercredi 4 décembre la motion de défiance contre le gouverneur Atou Matubwana, un vote qui s'était déroulé à l'hôtel Boloko après les troubles survenus dans l'enceinte de l'Assemblée provinciale. De coups de feu avaient été tirés dans la salle empêchant le gouverneur de présenter ses moyens de défense lors de la séance plénière. Les 17 autres qui n'ont pas pris part au vote avaient rejeté cette décision et la qualifiée de nulle. Organisation des élections des gouverneurs dans les 14 provinces sur les 26 qui comptent la RDC. Prince Epengue, président national du parti politique ADD Congo, parle d'un désordre orchestré par le pouvoir. Suivez. L'annonce faite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Aselo, de l'organisation des élections de gouverneurs dans les 14 provinces sur le 26 contre la RDC, Prince Epengue, parle d'un désordre orchestré par le pouvoir en place. L'IDPS a installé un chaos dans les ETD, dans les entités territoriales décentralisées. Monsieur Félix Tshisekedi a, à coup d'argent, soi-disant, changé de majorité, tout en notant que Kabila n'a jamais eu de majorité non plus. Donc les deux d'aller dire opaques et obscurs se sont partagés les pouvoirs en dehors du peuple. Et quelques années après, ils organisent encore un autre désordre. Et aujourd'hui, les gouverneurs sont changés comme des atalaks au micro des musiciens. Si tu n'es pas de l'union sacrée, tu ne peux pas être gouverneur. S'agissant de la proposition du calendrier électoral présentée par le tandem Fayulu Mozito, Prince Epengue appelle à des discussions entre parties prenantes pour un consensus autour des réformes institutionnelles. Nous avions pondu une proposition du calendrier électoral. Ne produit pas un calendrier qui veut. Encore faut-il avoir l'expertise et les compétences nécessaires. Et nous l'avions fait parce que c'était un acte de bonne foi pour nous. De démontrer que les élections doivent avoir lieu à la date prévue par la Constitution. Nous l'avions démontré qu'il est possible d'obtenir un consensus entre les parties prenantes, c'est-à-dire l'Union sacrée, les FCC, la MOCA, autour des confessions religieuses
pendant plus ou moins 2 semaines pour sortir les politiciens du bureau de la CENI et préparer les élections qui, normalement et obligatoirement, doivent se dérouler le 22 octobre. Arrivé massif depuis lundi à la cité frontalière de Kamoko dans la province du Kasaï, de plusieurs centaines de citoyens congolais refoulés d'Angola. Ceci fait suite à l'ultimatum de 16 jours accordé aux étrangers par les autorités angolaises. À en croire le programme national d'hygiène à la frontière, c'est le président angolais Joao Lourenço qui a donné l'ordre de leur refoulement lorsqu'il séjournait dans la province de Lunda Nord. Dans un autre chapitre, nous sommes le 7 septembre 2021 et cela fait pratiquement 24 ans, jour pour jour, depuis que mourait à Rabat au Maroc, le deuxième président de la RDC à l'époque, Zaïre, le maréchal Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga. 24 ans après, sa dépouille mortelle n'a toujours pas été rapatriée comme l'avait si bien promis l'ancien président Joseph Kabila, mais aussi le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Suivez plutôt ce papier de commentaires signé Gisèle Etoko. Après 32 ans de règne à la tête de la République démocratique du Congo alors Zaïre, c'est le 7 septembre 1997 que le maréchal Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga s'est éteint à Rabat au Maroc à l'âge de 67 ans. Le deuxième président de la République démocratique du Congo meurt d'un cancer de la prostate à l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat après avoir été soigné pendant de longs mois en Suisse en France. Il a été inhumé au cimetière européen de la ville 4 mois après l'accession au pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Le maréchal Mobutu n'aura pas survécu à la perte de son pays en mai 1997. Sa mort et son enterrement se font dans une discrétion qui contraste fort avec l'exercice de pouvoir qui les caractérisait. Loin, très loin des bords du fleuve Congo et de sa ville natale de Lissala. Mobutu n'aura pas fait long feu après la perte de son pays. Cela faisait des années que le maréchal Mobutu était gravement malade, atteint d'un cancer de la prostate. Les Zaïre des dernières années de son règne et à l'image de sa santé. Le pays est enlisé dans un processus de démocratisation depuis 7 ans et en proie à une foudroyante rébellion, l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL de Laurent Désiré Kabila, qui a causé sa chute. Sa fuite du Zaïre, pressée par les troupes de Musée Laurent Désiré Kabila, le léopard quitte Kinshasa le 16 mai en toute hâte pour son fief Guadolité le 17 mai. Le Zaïre vit un chassé-croisé historique, les troupes de l'AFDEL entrant dans Kinshasa. 24 ans après le décès du maréchal Mobutu, son nom continue de résonner, mais cependant son corps ne repose pas encore en paix sur le sol congolais. Sa dépouille n'est jamais ramenée au pays. Beaucoup de questions se posent sur la volonté de rapatrier la dépouille du maréchal Mobutu. L'on se rappelle qu'en date du 23 octobre 2013, devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès, l'ancien chef de l'État Joseph Kabila avait annoncé que les dispositions allaient être prises afin de procéder au rapatriement de la dépouille du deuxième président de la République démocratique du Congo. Ces rapatriements faisaient également partie des recommandations des concertations nationales. Pour sa part, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, après l'obsèque de son père Étienne Tshisekedi wa Mulumba, s'était aussi engagé de rapatrier le corps de l'ancien président de la République, Joseph Désiré Mobutu, à Kinshasa et d'organiser des funérailles de son rang. Cependant, jusqu'alors, rien n'a été matérialisé. Sera-t-elle ou pas rapatriée à Kinshasa la dépouille mortelle de Mobutu Sese Seko? La question des mères pendantes. Attendons voir. Dépôt ce mardi au bureau de l'Assemblée nationale d'une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au beau loyer non professionnel. L'auteur de cette proposition de loi est le député national Gaël Boussa Obamboulé. Pour ce dernier, il a initié cette proposition de loi suite à l'appel lancé par le président de la République aux députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la nation, de proposer des lois susceptibles de répondre au social de la population. Sa proposition de loi, dit-il, contient plusieurs innovations propres à assurer la stabilité
du locataire, sa sécurité juridique ainsi que l'équilibre entre locataires et bailleurs. Nous y reviendrons. En société, les produits dits surgelés deviennent de plus en plus rares et chers sur le marché depuis l'annonce du gouvernement de revoir à la baisse le prix des surgelés, et c'est malgré plusieurs rencontres entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Nos reporters ont fait les constats au marché Rail. Nous sommes ici dans la commune de Lingwala où les surgelés continuent à se vendre cher. Nadine Tchochi-Gombo et Bob Nzamba signent ce reportage. Toutes les tentatives du gouvernement de baisser les prix des surgelés à Kinshasa peinent à se matérialiser. Les chambres froides, qui se trouvent être les grossistes de produits surgelés, ont changé de tactile. À en croire ces marchands, les cartons de surgelés se vendent à partir de 10, d'où la rareté des denrées sur terrain. baboyi koteka babi bataxe eza cher mais gouvernement tosenga bango bakitisa biloko basomba moye bateka ezate bato oteka biso tosomba cher bato mpe toteka bazosomba kote ekomi koso koteka ekomi na place mpo osomba biloko cher oteka bato bazondima te donc gouvernement luka soso koboye tokoka tosufre place tokende osomba biloko bakomi otekela biso neti bazobanga moko bakobanda oteka de 9h ti 13h bakangi na bango bazosala banini bazoteka te parce que bango mpe kote bakende osomba bazotekela bango nde babanda oteka te. Difficulté ekomi wana vraiment depuis balobaki changement eza ko tout en plus bapasi ezobakisama na mosala oyo no gouvernement ameka kotala bamesure na ye azwaki à travers biso bato bateki vraiment tonyoka makasi tonyoka mapena mingi papa bameka ko revoir côté wana te depuis balobaka biloko ekokita jusqu'à présent biloko ko ezomataka komata biso bato tozokesomba biloko tozolela bato mpe oyo biso tozotekela bazolela en tout cas tocomprendre te soki ezozala nini l'état mpenza azwa biso solution likamwana parce yenda alobaki akokitisa biso biloko biloko jusqu'à présent ezomataka komata soki eza nini tozoyeba te komi na basystème moko akaka foza na banimero ya telefone na bato wana baotravaille otinde bao ba sms babimisi lo biloko bosali facture makambo yango ezochange kaka ezomataka komata na place ekokita nde balobaka mais ezomataka tocomprendre te. Comme conséquence, la spéculation autour du prix des surgelés, contrairement à la décision du gouvernement Sama Lukonde. Un accident de circulation s'est produit lundi dans la commune de Mongafula, bilan 3 morts. C'est un camion d'une compagnie chinoise transportant des moellons en panne de frein qui a fini sa course à côté de la station essence située à la place Triangle. Reportage. C'est un camion d'une compagnie chinoise transportant des moellons en panne de frein revenant de la carrière dans la descente de l'avenue de Bypass qui a fini sa course à côté de la station essence du Triangle entre Mongafula, Makala et Lemba. Et c'est là que le chauffeur a heurté un motard, une femme et un autre jeune homme. Ces deux derniers sont morts sous les champs et les motards seraient morts quelque temps après. Les 3 corps ont été conduits aux cliniques universitaires de Kinshasa. Cependant, le chauffeur du camion de la compagnie chinoise est en fuite. La police est à sa recherche. En dehors de nos frontières, coup d'État en Guinée, l'honorable Molicho Didier d'Ensemble pour la République indique que la prise de pouvoir doit se faire de manière démocratique. Ce qui se passe en Guinée est la conséquence de se maintenir au pouvoir en violation des principes élémentaires de la démocratie. L'honorable Molicho est joint au téléphone par Nadine Tchochi-Gombo. Les 2 mandats présidentiels d'Alpha Condé à Guinée ne lui ont pas suffi au point de chercher à plier la constitution de la République guinéenne à son ambition du 3e mandat. Malgré la contestation et les manifestations qui ont conduit à plusieurs morts d'hommes, Alpha Condé voulait absolument un passage en force, en confisquant la souveraineté au peuple guinéen pour se maintenir au pouvoir. Malgré la contestation et les manifestations qui ont conduit à plusieurs morts d'hommes, Alpha Condé voulait absolument
absolument un passage en force en confisquant la souveraineté du peuple guinéen pour se maintenir au pouvoir. Ce vent qui souffle en Afrique de l'Ouest, entre autres les Zimbabwe, le Mali et maintenant la Guinée, n'a laissé aucun acteur politique en RDC indifférent. Contacté, l'honorable Molicho Sadi Didier de Ensemble pour la République désapprouve tout processus de prise de pouvoir par les armes, mais s'oppose également à ce qui s'éternise au pouvoir en violation des principes élémentaires de la démocratie. Mais de la même façon que je suis pour le principe de prise de pouvoir par la démocratie, je m'oppose aussi à ceux qui s'éternisent au pouvoir en violation des principes élémentaires de démocratie. Exact. Je m'oppose à tout processus de prise de pouvoir par les armes. Je m'oppose. Cette raison qu'en liminaire, j'avais dit que je suis un défenseur des principes démocratiques. La prise de pouvoir s'est faite de façon démocratique et nous, on a opté par l'organisation de vraies élections. Ça, c'est une conséquence de se maintenir au pouvoir en violation de principes élémentaires de démocratie. Modifier la Constitution pour qu'elle favorise celui qui est au pouvoir de rester au pouvoir. Pour ce qui est de notre pays, bien sûr, les gens peuvent se poser des questions. Quand on observe ce qui se passe au niveau de la scène politique, avec les débats sur la composition du bureau de la CENI, où ceux qui sont au pouvoir voudraient par tous les moyens positionner les gens de leur obédience, tous les débats autour de la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle, c'est les juges du contentieux électoral. Toutes les manœuvres pour contrôler la Cour constitutionnelle appellent à se poser des questions si l'intention n'est pas de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Et c'est quand on est dans cette voie-là qu'on assiste à des situations comme celle qu'on a vécue en Guinée. Nous devons éviter ça. C'est pour cette raison que pour notre pays, ceux qui sont au pouvoir doivent comprendre qu'ils ont intérêt à respecter le principe démocratique de fonctionnement des institutions, à mettre en place une justice qui soit au service du peuple et non au service de quelques individus, pour éviter de créer des frustrations qui peuvent amener certaines personnes à prendre les armes ou à prendre le pouvoir par des voies non démocratiques. Ainsi prend fin cette édition d'information sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.